Non. Allô, allô. Bonjour, d'abord merci à l'équipe organisatrice qui a très bien organisé cet événement et merci également à Vincent pour tous les échanges fructueux que j'ai eu avec lui. Alors, donc on va vous présenter notre retour d'expérience suite à pas mal de tests d'intrusion. Donc c'est plutôt des tests d'intrusion que nous avons effectués au niveau des applications web. Et donc en fait ça va être notre top 10 WASP versus AlgoSecure. Alors donc, on va vous présenter rapidement l'entreprise AlgoSecure, les tests d'intrusion, l'attente des entreprises et les défauts de sécurité et l'approche que nous abordons notamment en termes de préconisation. Alors, AlgoSecure, je ne sais pas si beaucoup connaissent AlgoSecure ici. Donc, nous, on est un cabinet d'expertise en SSI. On n'est pas très loin d'ici. On est à Vanves-la-Soie, exactement. Donc, on est une équipe technique spécialisée en SSI avec les différents volets de la SSI, les tests d'intrusion, l'accompagnement et le conseil en SSI. Nos deux caractéristiques principales, c'est l'indépendance technologique et qu'on n'a pas lié de partenariat avec un éditeur précis ou autre. On travaille en fait avec tout le monde et l'idée c'est d'avoir une démarche impartiale et intègre. Et également on a un petit pôle d'innovation et on essaye actuellement de faire de la R&D et on est en cours d'établissement d'un partenariat avec l'INRIA. Alors là je vais rappeler quelques évidences en introduction, ensuite je laisserai la parole à Benjamin. Alors, l'objectif d'un point de vue d'entreprise pour un test d'intrusion, bien évidemment, c'est déjà d'évaluer la sécurité de son application ou de l'équipement testé. C'est aussi parfois sensibiliser les développeurs en interne de la nécessité de prendre en compte l'ensemble des recommandations en termes de développement. C'est parfois aussi monter en compétence SSI, parce qu'on est souvent face à des personnes, notamment les développeurs qui sont de bonne foi, mais qui n'ont pas eu au cours de leur carrière l'occasion de monter en compétence en termes SSI, et pour pouvoir faire passer le message, simplement un petit test d'intrusion avec les recommandations et une approche ludique et pédagogique, ça peut aussi faire monter les personnes en compétence. Et bien évidemment, c'est aussi tester l'ensemble des mesures, notamment quand il y a des équipements périmétriques, des proxys, des reverse proxy, des choses comme ça, ou des WAF. Et donc, c'est de vérifier que ça a bien été mis en place et c'est globalement conforme à l'état de l'art, à ceci. Et on a eu également des demandes de tests d'intrusion. C'est plutôt leurs clients qui leur ont demandé, notamment les éditeurs de logiciels, pour justement dire qu'ils sont clean à ce niveau-là. Donc, ils font appel à un cabinet indépendant SSI pour valider. Et nous, derrière, on leur délivre un certificat qui n'a pas de valeur juridique, mais qui dit qu'à l'instant T, ils étaient conformes et globalement à l'état de la SSI. Alors, la démarche que nous entreprenons pour les pentests, c'est une démarche, je dirais, assez classique. Donc, l'objectif, bien évidemment, c'est de chercher les défauts de sécurité et de les exploiter, et notamment d'y intégrer des POC, donc des Proof of Concept, quand on trouve un défaut avec des copies d'écran et de montrer exactement comment on a pu prendre la main, si on a pris la main, comment on a fait l'injection, s'il y avait une injection à faire, etc. Et bien sûr, avec un souci majeur, c'est que de ne pas faire tomber l'application. En général, on évite tout ce qui est test en déni de service, donc soit des dénis de service par inondation ou des DOS pour juste mettre hors d'usage l'application. Et bien évidemment, en fait, derrière, il y a une démarche d'explication et d'application de recommandations qu'on fait lors de la restitution, et parfois on fait aussi, après la restitution du test d'intrusion, un accompagnement pour justement mettre en place l'ensemble des actions correctrices qu'on a recommandées. Je laisse la parole à Benjamin. Ouais, du coup, moi je vais plutôt me charger de la partie technique. On va devoir faire un point sur les tests d'intrusion. Il y en a différents types. Ils ont tous différents objectifs. Il y a un premier test d'intrusion qu'on appelle en boîte noire,
c'est-à-dire qu'on va avoir aucune information sur le système qu'on va auditer. Le client va juste nous passer une adresse IP ou un nom de domaine, et ça s'arrête là. On a les tests en boîte grise, où là on a un compte utilisateur, donc l'objectif pour le client, c'est pas d'évaluer la menace externe, c'est-à-dire des utilisateurs qui ne sont pas authentifiés, mais d'identifier qu'est-ce que les utilisateurs qui sont connectés, donc les utilisateurs par exemple d'entreprise, pourraient faire sur l'application. Donc on possède généralement un compte utilisateur, et on a parfois un petit résumé technique de l'infrastructure. Est-ce que combien il y a de serveurs, est-ce qu'il y a un serveur qui se charge de l'interface web et un autre de la base de données, ce genre de choses. Et le dernier type d'audit, c'est l'audit en boîte blanche. Donc là, on a vraiment toutes les informations nécessaires à un audit qui est vraiment complet, qui va servir cette fois pour le client à évaluer ce que les administrateurs ils pourraient faire de compromettant vis-à-vis de l'application. On a également différents périmètres d'audit. Donc les sites web bien évidemment, la plage d'adresse IP, certains clients vont avoir une plage de 5, 10, voire parfois plus d'adresses IP. On ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière, et on doit faire toutes les analyses nécessaires pour tenter de voir les différents services qui tournent et les auditer chacun des services qu'on trouve. Les applications mobiles, alors j'ai mis le logo d'Android, mais on fait aussi les applications iOS, même si c'est plus facile d'auditer les applications Android. Les clients lourds, les applications typiques sur ordinateur. Les réseaux LAN, on fait ce qu'on appelle le test du stagiaire, c'est-à-dire qu'on va prendre l'identité d'une personne qui n'a pas beaucoup de droits, enfin qui est censée ne pas avoir beaucoup de droits, et voir ce qu'on arrive à faire. Est-ce qu'on arrive à se déplacer sur le réseau? Est-ce qu'on arrive à accéder à des ressources qui normalement auxquelles on n'a pas le droit d'accéder? Et pour finir, les tests sur les SCADA, ou les environnements industriels en fait. Tout ce qu'on appelle SCADA, le vrai terme c'est ICS, Industrial Control System, c'est-à-dire tous les systèmes qui vont régir les usines où il y a des grosses machines qui tournent, et donc où les dommages qui pourraient être faits au système d'information peuvent être très critiques, où ce ne serait pas uniquement des dommages sur les données qui seraient partagées, mais aussi des dommages physiques à des équipements, voire à des personnes. Donc nous, à InfoSecure, ce qu'on a plutôt l'habitude de faire pour l'instant, c'est les audits de sites web. Donc c'est sur les audits de sites web que la présentation va être centrée. Alors la présentation, on l'a voulu à peu près adapter à tous les publics. Donc on va parler un petit peu technique. Et on va, pour les gens qui ne connaissent pas tout ça, on va parler un petit peu technique, mais pas trop. Donc ça devrait être possible de suivre sans trop de difficultés. Et pour les gens qui connaissent déjà bien, qui ont l'habitude des challenges ou de la technique, on parlera aussi du comportement en entreprise, enfin, comment on réagit face aux clients et quelles sont les attentes des clients par rapport à ce qu'on fait. Donc pour la démarche globale d'un audit, donc en premier lieu on commence par, donc quand on a un site web, le client vient nous passer son nom de domaine ou son adresse IP et on doit l'auditer. Donc la première chose qu'on commence par faire, c'est la phase de reconnaissance. C'est-à-dire que là, on ne va pas se connecter au système qu'on doit auditer, on va essayer de glaner le plus d'informations possible sur les moteurs de recherche principalement, pour voir quelles sont les informations qui ressortent au niveau des propriétaires du nom de domaine, pour voir est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur les sous-domaines que l'entreprise possède, voir s'ils sont hébergés sur le même serveur, voir quels sites web sont hébergés sur le même serveur, dans le cas d'une entreprise qui héberge son site web dans un data center et dans un hébergement mutualisé. On va aussi récupérer par exemple des noms d'utilisateurs ou des adresses email qui sont postées sur différents sites ou forums et qui vont être trouvables via des petits outils qui vont parcourir les moteurs de recherche et récupérer les adresses email. Ces adresses email, elles nous serviront dans la phase exploitation. Par exemple, quand on aura besoin de tester des couples d'identifiants mot de passe, on pourra se servir des noms d'utilisateurs et des adresses email qu'on a trouvées pour tenter d'accéder à des comptes. On passe ensuite à la phase de prise d'empreinte. Donc là j'ai donné deux outils, c'est principalement deux outils qu'on utilise pour les pentests web. Donc on a tout d'abord Nmap. Nmap c'est un scanner de port qui va nous permettre de voir quels sont les services qui tournent sur une machine. Quand un client nous demande un audit d'un site web, on va aussi devoir voir s'il n'y a pas moyen de compromettre un autre service, par exemple généralement le service d'email, s'il n'y a pas moyen de faire des choses malveillantes vis-à-vis de ça. Et on a aussi donc, le deuxième logiciel, enfin c'est plutôt une extension pour Firefox qui s'appelle WebAnalyzer et qui permet d'analyser les différents logiciels qui tournent et les différents composants qui tournent sur un site web.
On passe ensuite à la phase d'exploitation, donc à proprement parler. Donc c'est là où on va voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'application, quels sont les défauts dont on peut tirer parti. On détaillera des exemples de défauts un petit peu plus tard dans la présentation. Donc pour cette phase-là, on va déjà commencer à regarder si les services qu'on a trouvés ouverts avec Nmap ou Appalizer, ou d'autres outils d'ailleurs, n'ont pas de vulnérabilités qui sont connues sur Internet. Et ensuite, on va tenter d'exploiter l'application en tant que telle. Donc on va utiliser des outils automatisés type Nessus ou un outil open source qui s'appelle Nikto. On va aussi beaucoup utiliser, je dirais même que c'est l'outil principal qu'on est sûr de lancer à chaque fois, c'est Burp Suite, c'est un proxy web qui permet d'intercepter les requêtes entre un ordinateur client et un serveur. En interceptant ces requêtes avant qu'elles parviennent au serveur, on va pouvoir les modifier et regarder si le comportement du serveur change selon les paramètres qu'on modifie. On vous montrera un exemple tout à l'heure. On passe ensuite à la phase de rédaction du rapport. Donc ça, c'est une phase qui est vraiment cruciale parce que trop souvent, on a tendance à la négliger un petit peu. Or, c'est ça que le client attend, c'est un des livrables principaux. Et nous, à GoSecure, en tout cas, on passe beaucoup de temps sur la phase de rédaction du rapport. On explique au client ce qui ne va pas et on lui donne des recommandations pour corriger les problèmes qu'on a trouvés. Ensuite, on va chez le client et on présente les résultats de nos travaux. Et parfois, on a un audit complémentaire, c'est-à-dire que le client, il aimerait voir si, quelques mois après ou quelques semaines après, si il a bien corrigé tous les défauts de son application. Et donc, il nous demanda une deuxième fois pour faire un deuxième audit de confirmation et voir s'ils ont correctement corrigé les défauts qu'on leur a signalés. Donc l'attente des entreprises par rapport aux livrables qu'on leur rend, premièrement, c'est de comprendre les menaces concrètes qui pèsent sur leur système. Pas seulement les défauts techniques, pas seulement de savoir s'il y a des injections SQL ou non sur leur site web, mais de savoir concrètement quelles sont les menaces qui planent pour l'entreprise et pour les utilisateurs. Ils veulent également voir rapidement quels sont les défauts les plus critiques, pouvoir établir un ordre de priorité des défauts à corriger, et aussi pouvoir savoir quelles sont les équipes qui seront en charge de corriger tel ou tel défaut. Ce qui se passe chez la plupart des clients pour lesquels on a fait des audits web, c'est qu'on va avoir une équipe qui va s'occuper plutôt du socle de l'application, c'est-à-dire du socle de l'application, c'est-à-dire le serveur, tous les logiciels qui tournent sur le serveur et la configuration du serveur. On va avoir une équipe qui aura développé l'application en tant que telle. C'est elle qui aura codé l'application et qui aura mis ou non des mécanismes de sécurité en place. Donc les clients veulent savoir quelle équipe sera en charge de corriger l'un ou l'autre. Et surtout, les clients veulent être guidés, voire dans certains cas, quand ils nous demandent accompagner à la correction, et ne pas être critiqués. Ça, c'est très important. Ils veulent se sentir aidés et on doit leur apporter l'assurance qu'on n'est pas là pour dire un tel a mal fait son boulot, telle équipe ne fonctionne pas correctement. Ça, c'est un type d'audit différent, un audit de process, mais c'est pas ce qu'on fait. Nous, les audits techniques, c'est vraiment voir qu'est-ce qui ne va pas techniquement sur l'application, quels sont les risques, et vraiment aider le client et pousser le client vers le haut en termes de sécurité. Donc notre plus à GoSecure, c'est qu'on fait une analyse manuelle poussée. Comme je vous l'ai dit, on a des outils d'analyse automatique qui ne se basent pas uniquement là-dessus. On a une grosse partie managériale, donc c'est là où on explique les menaces concrètes. Donc on va avoir une partie où on détaille les défauts techniques et au début, la partie managériale va permettre d'expliquer aux clients quelles sont les menaces pour les utilisateurs. Est-ce qu'il y a une perte de confidentialité? Est-ce qu'il y a possibilité pour un attaquant de récupérer des documents qui sont échangés entre son poste de travail et le système d'information de l'entreprise? Tout ça, c'est des menaces, disons, de plus haut niveau et on essaye de ne pas trop parler technique à cet endroit-là. On va avoir une grosse phase de conseil aux clients, d'approche pédagogique. On ne se contente pas de pointer les défauts, de dire ce qui ne va pas. On explique aussi aux clients comment le corriger, ce qui parfois demande un petit peu de recherche sur Google pour essayer de trouver quelles sont les options ou les paramétrages qui seraient plus appropriés pour le client, pour protéger le système d'information du client. On travaille toujours à plusieurs, minimum à deux, sur les audits. Ça permet d'avoir un double point de vue, surtout pour la deuxième personne va surtout donner des idées pour qu'on puisse vraiment avancer et voir dans toutes les directions possibles, faire un audit qui soit aussi complet que possible.
et aussi parce que ça représente une charge de travail assez importante et que ça fait pas de mal d'être deux dans ces cas-là. On a un plus aussi qui est qu'on liste les logiciels qu'on utilise aux clients. Donc, à la fin du rapport, en annexe, on met les logiciels qu'on utilise. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'être transparent vis-à-vis du client, de ne pas lui dire qu'on a produit un rapport automatiquement, mais vraiment montrer qu'on connaît les outils, qu'on a la maîtrise de certaines choses et qu'on peut qu'on fait une analyse manuelle poussée. Et la phase d'assistance, parfois il arrive qu'après un audit, une fois qu'on a donné les résultats au client, il nous mandate pour aider ses équipes techniques à corriger les défauts qu'on a trouvés. Donc dans ce cas-là, on va plus loin que simplement lui donner des recommandations, comme on fait dans le rapport. On va également être près de ses équipes techniques, voire faire une partie de revue de code sur les fichiers qui sont sur la partie du code qui est vraiment dangereuse, notamment par exemple les appels aux bases de données. Avant de passer sur les défauts, j'ai listé 4 outils qu'on utilise beaucoup dans nos processus. C'est tous des outils open source, parce que même si on n'utilise pas que des outils open source, on pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir un code ouvert. Ça permet d'avoir beaucoup plus de gens qui vont contrôler la qualité du code et qui vont permettre de trouver des défauts. Donc pour nos process internes, on utilise beaucoup OnCloud. Donc ça, c'est le partage de fichiers, c'est un peu l'équivalent de Dropbox. Donc c'est la capture sur la gauche. Sur le haut, on a ce qui ressemble à un logiciel de traitement de texte, c'est en fait Etherpad. Donc c'est pas tout à fait un logiciel de traitement de texte dans le sens où la mise en forme est assez sommaire, mais ça nous permet de partager entre plusieurs les résultats de nos recherches. C'est l'équivalent de Google Drive, mais qui est hébergé chez nous. Puisque bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais toutes les données de nos clients restent en interne, on n'utilise pas de services en ligne, surtout pas de services qui sont à l'étranger, bien évidemment. On a donc sur la droite le logiciel qui s'appelle VeraCrypt, le successeur de TrueCrypt, qui va nous permettre d'avoir des conteneurs chiffrés sur notre ordinateur et de ne pas nous déplacer tout le temps avec les documents qui contiennent des informations sensibles sur nos clients ouverts. C'est-à-dire que là, sur mon ordinateur, tous les documents confidentiels de nos clients sont dans des conteneurs chiffrés et il n'y a rien de particulier à exploiter à part le matériel en tant que tel. Et dernier logiciel qu'on utilise, toujours open source, donc c'est KeePass. Ça, c'est un coffre-fort de mots de passe. Ça permet de stocker tous les mots de passe qu'on a et qu'on génère pour nos clients, même pour les autres sites, pour les autres types de missions. C'est-à-dire pas les pentests, mais par exemple l'intégration. On inscrit tous les mots de passe là-dedans. Ça permet de ne pas avoir des fichiers qui traînent sur le disque dur avec des mots de passe ou de ne pas avoir des mots de passe écrits sur des feuilles de papier. Donc on va passer un petit peu aux défauts maintenant. Il y a ce qu'on appelle au niveau mondial l'OWASP. C'est un organisme qui, tous les 2 ou 3 ans, fournit une liste des 10 défauts les plus communs dans les applications web. Donc ces défauts, là, la dernière liste, elle date de 2013, il me semble. Et donc, ils ont fait un classement qui liste les 10 vulnérabilités les plus connues. Donc il y en a la plupart qui sont, quelques-unes qui sont, disons, facilement compréhensibles. Par exemple, l'exposition de données sensibles, on comprend tout à fait que c'est des entreprises qui vont avoir par exemple des fichiers clients sur leur serveur qui ne vont pas être sécurisés, auxquels on pourra accéder sans particulièrement avoir de connaissances précises. On pourra avoir des injections SQL, donc ça il y a peut-être pas mal de monde qui ont dû en entendre parler, c'est le défaut dont on parle de la manière la plus courante par les journaux ou par les magazines qui parlent de défauts de sécurité. La violation de gestion d'authentification et de session, donc là c'est quand on arrive à se connecter par exemple à la place d'un utilisateur ou d'un administrateur sans en avoir l'autorisation. Bref, il y a différents défauts. On a choisi d'en expliquer quelques-uns, disons les plus courants, ceux qui nous paraissent moins facilement compréhensibles quand on est face à un classement comme ça. Mais auparavant, on a fait un petit classement, nous, des vulnérabilités qui nous semblaient les plus courantes donc, par rapport aux audits qu'on a effectués, que moi j'ai effectué en tout cas depuis 1 an. Et donc ce qui apparaît, c'est que le classement il n'est pas tout à fait pareil. En premier lieu, donc comme vous voyez, on a fait donc, notre liste de 10 éléments. On a classé les défauts en 3 défauts, en 3 catégories, pardon. C'est ce qui nous paraît le plus pertinent pour nous. Des défauts du socle, donc qui vont toucher
plutôt le système d'exploitation de la machine ou alors les composants vraiment de base type Apache. Apache, c'est le logiciel qui va faire tourner, qui va permettre d'héberger les pages du site web. Les défauts de type application, donc là c'est vraiment les défauts qui vont être dans le code, c'est-à-dire qu'est-ce que les équipes de l'entreprise ont développé, et les défauts par rapport aux données. Donc là c'est l'exposition de données sensibles auprès du public. Et comme vous voyez, donc on a mis une petite légende pour le classement de l'OWASP. Donc à côté de tous les défauts, on a mis leur place par rapport au classement de l'OWASP. Et ce qu'on voit, c'est que les premiers résultats, c'est des choses qui apparaissent pas forcément au top du classement de cette organisation mondiale. En premier, on a l'utilisation de composants avec des vulnérabilités connues. Donc ça, c'est un défaut qui est extrêmement courant. Quasiment dans tous les audits qu'on fait, on a ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des logiciels ou des services qui sont en fonctionnement sur le serveur, mais qui vont pas être mis à jour régulièrement pour différentes raisons. Soit l'entreprise n'a pas de processus de sécurité bien établi n'a pas de processus de sécurité, donc du coup va mal gérer les mises à jour, ou aussi parce que parfois il y a des logiciels ou des services qui sont très lourds et très compliqués à mettre à jour, et donc au fil du temps il y a des failles qui apparaissent sur internet, et dans ces cas-là on a simplement on regarde quels sont les défauts qui existent. Pour la plupart, enfin pour certains du moins, il y a des exploits qui sont publics. Un exploit, du coup, c'est un petit morceau de code qui va nous permettre d'exploiter le défaut de sécurité. Et donc ça, c'est quelque chose qui se retrouve quasiment dans tous les rapports qu'on mentionne, qu'on rend à nos clients. Deuxième défaut de sécurité, c'est la mauvaise configuration. Alors la mauvaise configuration, je vais donner un exemple juste après. C'est tout simplement un logiciel qui a été développé très bien, de manière très sécurisée, mais les paramètres que les administrateurs ont choisis sur un serveur ne sont pas les plus optimaux et optimum. Et du coup, il est facile de passer à côté de la sécurité à cause d'un mauvais paramétrage. Le troisième défaut qui est assez courant, c'est les références directes non sécurisées à un objet. Donc là, c'est quand on peut accéder par exemple aux données d'un compte client ou d'une facture sans être vraiment authentifié, sans avoir l'autorisation de consulter ces données. Et ça, c'est un défaut qu'on va décrire après. Donc voilà, c'est assez intéressant de comparer le classement des défauts par rapport au top mondial et par rapport à ce qu'on trouve nous dans nos audits. Donc un premier défaut sur qu'on va détailler un petit peu, c'est le défaut de sécurisation du SSL. Le SSL ou TLS, c'est le protocole qui va permettre de chiffrer la connexion entre votre ordinateur, votre navigateur, et le serveur qui va recevoir les données. Et c'est ce protocole qui fait que souvent vous avez un HTTPS dans votre navigateur et qui va permettre d'authentifier qui va permettre de sécuriser la communication. Et souvent, une mauvaise configuration, les administrateurs pensent que la mise en place de ce SSL, de ce TLS, va être suffisamment sécurisée. Or, ils ne le sécurisent pas correctement, ils n'appliquent pas les bons paramètres de sécurité. Notamment, ils choisissent des suites de cryptologie, des suites de chiffrement obsolètes. Et donc, dans ce cas-là, un attaquant pourra passer à côté de ces protections et pourra visualiser le trafic qui circule entre un client et un serveur. Donc c'est un défaut qui traite principalement de la mauvaise configuration en sécurité du serveur. Deuxième défaut qu'on trouve pas systématiquement mais quasi systématiquement sur les applications web, c'est les références non sécurisées à un objet. Donc par exemple, un objet tout simple, ça va être un détail de commande sur un site d'achat. Dans le cas d'un fonctionnement normal, le client va essayer d'accéder à un numéro de commande, par exemple la commande 1, 2, 3, 4, et le serveur va lui répondre non, la commande 1, 2, 3, 4, c'est pas votre commande, du coup, je ne vous donne pas l'autorisation de visualiser ces détails-là. Et quand l'attaquant tire parti du défaut de sécurisation, le serveur il va répondre oui, tenez, voilà les détails de votre commande, quel que soit les numéros de commande qui a été demandé, quel que soit l'utilisateur qui l'a demandé. Donc ça va permettre à un utilisateur d'afficher tous les détails de commande de tous les utilisateurs du site. Concrètement, comment ça se passe? Alors là, je vous ai mis une capture d'écran de notre logiciel qui s'appelle Burp. Donc c'est un proxy web qui se met entre un navigateur client et un serveur, qui permet d'intercepter les requêtes. Donc sur la gauche,
vous avez une requête qui part du client vers le serveur, et à droite, vous avez la réponse du serveur. Ce qui va se passer, c'est que très souvent, les développeurs d'une application ne vont pas mettre en place les protections suffisantes qui vont permettre de protéger une ressource. Et du coup, en modifiant l'identifiant que vous voyez ici, qui va être passé en paramètre de la requête, on va pouvoir accéder donc, à la ressource qui était censée être protégée sans en avoir l'autorisation. Pourquoi? Parce que le développeur n'a pas mis en place la protection nécessaire pour, quand il reçoit un identifiant, de vérifier si cet identifiant il est bien lié à l'utilisateur qui veut afficher l'objet. Donc ça, c'est un défaut, comme je disais, qui revient très, très couramment. Et donc, troisième défaut sur lequel on va s'attarder un petit peu, c'est les défauts d'injection SQL. Donc, comme je disais, c'est un défaut assez courant et c'est celui dont on parle très souvent. Donc l'exemple que j'ai pris, c'est sur un formulaire de connexion, tout simple, un login et un mot de passe. On va regarder ce qui se passe pour un utilisateur normal et pour un utilisateur qui tente de tirer parti d'un défaut de sécurisation de ce formulaire. Donc dans un fonctionnement normal, on va avoir une requête toute simple qui va partir vers le serveur et qui va permettre donc de donner en paramètre un nom d'utilisateur, donc dans ce cas-là admin, un mot de passe, dans ce cas-là password écrit de manière particulière. Et donc normalement, s'il y a bien un compte dans la base de données rattaché pour cet utilisateur et pour ce mot de passe, le serveur va répondre et va renvoyer les données du compte. Quand un attaquant tire parti d'un défaut de sécurisation, en fait, qu'est-ce qu'on appelle ici par défaut de sécurisation? C'est-à-dire que le formulaire d'authentification qu'on a vu juste avant, de login mot de passe, ne va pas filtrer correctement les caractères particuliers qu'on va pouvoir saisir, des caractères qui vont avoir une influence sur la manière de dialoguer avec le serveur web, sur le langage qu'on utilise, le langage SQL. Donc un utilisateur va pouvoir saisir par exemple ce mot de passe-là, donc si ce nom d'utilisateur-là, si on le décortique, on voit qu'il saisit son mot de passe administrateur classique, et juste après, il a inséré donc tout ce qui est en rouge, c'est ce que l'utilisateur a saisi. On voit qu'il ajoute une apostrophe, ce qui termine le champ utilisateur, et il ajoute deux tirets après, ce qui dans le langage de requête de SQL équivaut à un commentaire. C'est pour ça qu'après on a un password en grisé. Donc grâce à ce type d'exploitation-là, un attaquant va pouvoir s'authentifier en admin sans avoir besoin de saisir le mot de passe. Parce que si on regarde la requête qui au final va être interprétée par le serveur, ça va être juste de sélectionner les données de l'utilisateur admin sans vérifier son mot de passe. Un deuxième exemple d'exploitation, cette fois sur le champ du mot de passe, ça va être donc on saisit le nom de l'utilisateur normal, admin, en rouge, et en jaune, donc on va saisir là notre chaîne un petit peu piégée. Donc si on analyse la chaîne, en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un guillemet pour terminer le champ password, et ensuite on va avoir le OR, donc où 1 est égal à 1, ce qui va donner en langage SQL, sélectionne-moi toutes les données de l'utilisateur admin et vrai. Ou vrai. Non, et oui, c'est bien ça. Et vrai. Donc dans ce cas-là, le serveur va répondre en donnant toutes les données de l'utilisateur admin sans vérifier son mot de passe, puisque la condition sera vraie quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est un défaut qu'on retrouve pas aussi couramment que le classement de l'OWASP l'annonce, mais qui est quand même assez courant. Et ce qui donne, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette petite BD qui commence à être assez connue, du traiteur XKCD, où on voit une mère de famille qui a, au lieu du prénom de son enfant, saisi une requête SQL qui, au final, va vider toute la base de données des prénoms des enfants à l'école de son fils, donc ce qui est Donc ça, c'était pour les défauts courants. On a aussi d'autres défauts qui ne sont pas dans ce top-là. Un autre défaut qui est assez intéressant à tester, c'est un défaut de sécurisation du serveur de messagerie. Là, en fait, il arrive que les serveurs de messagerie soient mal protégés. Du coup, on peut s'y connecter assez simplement en telnet, par exemple, saisir les commandes nécessaires pour envoyer un mail. Et là, ce qui s'est passé, c'est une vraie capture issue d'un audit qu'on a fait assez récemment, c'est qu'on va pouvoir envoyer des mails à des personnes au sein de la société client depuis une adresse email de la société cliente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir usurper l'adresse email
d'un utilisateur de la société cliente et se faire passer pour lui pour envoyer un message à un autre utilisateur. Donc ça semble rien comme ça, mais ça peut avoir des conséquences dramatiques, puisque outre l'usurpation d'identité, ça permet également d'envoyer des emails de phishing et de faire des campagnes de phishing contre les utilisateurs, ce qui est assez dangereux. Et c'est entre autres le défaut le petit logiciel dont je vous ai parlé tout au début, qui permet de parcourir les moteurs de recherche à la recherche de noms d'utilisateurs ou d'adresses email qui seraient sur les pages web. Ça va principalement nous servir à faire ça, c'est-à-dire à tester si on peut se faire passer pour un utilisateur et envoyer un message à un autre utilisateur. Voilà. Là, dans la capture, le message est bien parti, donc sans qu'il y ait une vérification, sans qu'on ait à aucun moment saisi des identifiants. Et dernier défaut auquel on ne pense pas tout le temps, mais on essaie de voir aussi une plus-value à ce niveau-là, c'est l'intégration de composants dans des environnements sensibles. Donc il nous est arrivé d'auditer des applications, que ce soit des applications mobiles ou que ce soit des applications web, dans des secteurs sensibles, notamment le secteur bancaire. Et il arrive que les développeurs intègrent donc soit des composants de traçage comme Google Analytics ou les petits boutons Facebook, Twitter, Google+, qui vont être hébergés ailleurs, soit d'intégrer des ressources Bootstrap ou jQuery qui en tant que telles ne sont pas néfastes, bien entendu, mais qui vont être hébergées sur un serveur externe à l'entreprise, ce qui d'une part va créer une charge de trafic supplémentaire pour le réseau d'entreprise, et d'autre part qui va constituer un risque de sécurité, parce qu'avoir une ressource qui est hébergée à l'extérieur, sur un domaine qu'on ne contrôle pas, c'est toujours un petit peu dangereux. Donc ça, c'est des défauts qui ne sont pas forcément hyper techniques, mais c'est des défauts plus de politique de sécurité et qu'on va aussi remonter aux entreprises clientes. Surtout quand il s'agit d'un contexte un petit peu sensible comme le contexte bancaire, voire le contexte industriel. Du coup, on va terminer par quelques préconisations qu'on a à faire par rapport au... donc ça, c'est principalement pour les gérants de projet ou pour les développeurs. Donc toujours se demander comment un système pourrait être détourné, ça c'est la base. En anglais, il y a une petite phrase idiomatique qui s'appelle Never Trust User Input. Donc là, c'est pour bien garder à l'esprit que les protections que vous mettez en place sur les serveurs, dans votre code, il faut vérifier, toujours se demander, passer du temps pour se demander comment un attaquant pourrait contourner ces protections et pourrait exploiter votre système. Toujours utiliser des composants fiables et surtout reconnus et maintenus à jour. D'une part, c'est important d'utiliser des composants qui sont reconnus sur Internet ou dans la communauté comme étant fiables, parce qu'ils auront plus d'expérience, plus d'années d'activité et auront bénéficié des correctifs pour les défauts qu'ils auront